Je m'appelle Stéphanie Loison et j'y tiens, c'est Loison mais L-O-Y-S-O-N. C'est sans doute du temps de l'esclavage où les Français sont arrivés en Guadeloupe et ils ont donné des noms français. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Moi, je suis née à la Guadeloupe, à La Fontaine, en 1935, je peux te dire l'année. Ma mère, elle a eu 11 enfants et elle en a perdu 3. Et il reste moi et Marthe et Stéphanie. C'est justement si je suis ici, c'est par ma sœur Marthe qui est arrivée avant nous. Je suis arrivée pour accompagner ses enfants, Fred et Marie-Hélène. Et nous sommes venus par le bateau. Il y avait ce bateau qui faisait le direct, Colombie, et en même temps aussi, on les appelait aussi d'autres bateaux qui faisaient le bananier, mais qui restaient plus longtemps. Quelquefois, ça restait bien 15 jours, même peut-être plus, hein, parce que les bananiers, ils prenaient les bananes, mais ils devaient s'arrêter dans tous les ports. Tandis que le Colombie, c'était plus direct, quoi. On est parti de Pointe-à-Pitre. Le trajet a duré 10 jours, je crois, à peu près 10 jours, hein, 10 peut-être plus, quoi. Et sur ce bateau qu'on prenait pour la première fois, la traversée pour moi et mes 2 neveux, c'était tranquille au départ, mais au fur et à mesure qu'on avançait sur l'océan, évidemment, quand on n'a pas les pieds marins, on ressentait les mouvements et ce qui fait que on n'a presque pas mangé pendant tout le trajet. On est arrivé au Havre, un matin, je crois. Je me suis dit, mais c'est ça la France, parce que moi je pensais voir des maisons avec des couleurs et des trucs comme ça, mais c'était gris, parce qu'en novembre, il n'y a pas de soleil, des trucs comme ça, quoi. Je vois bien qu'il y avait aussi du brouillard, si je me souviens, de ce jour-là. Et après, on est arrivé dans le 17e. Du Havre, on est arrivé dans le 17e où ma sœur Marthe, elle avait trouvé, c'était une chambre seulement. Hein. Quand ma sœur a demandé que je puisse accompagner ses 2 enfants, j'en ai profité justement pour venir et trouver du travail. Alors, ça c'est, au télégramme, c'est écrit Direction des télécommunications de Paris. J'ai été employée, ils appelaient ça, occasionnelle, au bureau d'exploitation téléphone. Alors, je suis rentrée le 1er mars 1961 et j'ai quitté le 25 novembre 1964. J'étais standardiste. On disait même pas standardiste, on disait téléphoniste. On était assis les unes à côté des autres et on avait un mur. Et chaque fois que quelqu'un appelait, il y avait une communication. C'était des fiches qu'on tirait et on mettait sous la petite lampe, il y avait un petit trou justement pour pouvoir ficher et pour mettre la personne en communication avec le numéro demandé. Après, quand c'était fini, la petite lampe témoin s'éteignait et on enlevait la fiche, on défichait et on le remettait à sa place. Et après, quand j'ai laissé la poste, les PTT, je suis allée travailler chez Dusselier à Saint-Ouen, où j'ai trouvé aussi une place de standardiste aussi. Et après, j'ai laissé Dusselier, je suis allée travailler chez la société Robichon-Signode. Et chez Signode, Robichon-Signode, j'ai été dactylographe. Après, j'ai été correspondancière. Et après, secrétaire administrative, c'était un terme comme ça. J'ai pris ma retraite en 1995. Je suis restée un bon bout de temps avec eux. Je fais partie aussi d'un atelier d'écriture. J'essaie d'écrire l'histoire de ma famille. Et depuis que je suis dans cet atelier-là, j'ai découvert que je peux écrire des poèmes. Et elle me pousse justement dans cette voie-là. Et elle m'a dit de les grouper et qu'elle me fasse sans doute un petit livre. Mais que ce livre, ce sera que pour moi, que pour ma famille. C'est pas pour vendre parce que moi, je ne suis pas écrivain.
Autrefois ma vie sur l'habitation de La Fontaine. La Fontaine, c'est une commune de la ville du Moule. Pour les gens de la ville, l'habitation, c'était comme si, c'était plutôt pour les cultivateurs, les gens qui cultivaient la terre, quoi, voilà. Sur l'habitation La Fontaine. Alors, certaines de ces maisons étaient construites en golettes. La nôtre était fabriquée en bois du Nord, disait mon père. Son toit, recouvert de tôle ondulée, servait de piano à la pluie. Avec ses milliers de gouttes, elle nous jouait une musique reposante et la nuit nous emportait dans un profond sommeil. Chaque soir, nous déposions l'un des 2 matelas en coton sur le sol. Nous y dormions, mes 2 sœurs et moi. J'étais la plus petite et par conséquent, je couchais entre elles. Pendant la nuit, elles bougeaient et me poussaient sans cesse. Inconsciemment, me sentant coincée, alors je changeais de place et au matin, je me retrouvais devant l'une ou l'autre de mes sœurs. Parce qu'elles bougeaient tellement que entre les deux... Nos jeux et nos jouets. Ne connaissant pas les magasins de jeux, nous fabriquions nous-mêmes nos jouets. Un gros noyau d'avocats pays, des bâtons d'allumettes usés devenaient des charrettes miniatures. Nous disions des cabouettes. Quand nous avions la chance de récupérer une caisse ayant contenu de la morue venant de France, nous la transformions elle aussi en cabrette. Mais cette fois à notre taille et pour notre usage. Nous nous empressions alors de trouver un arbre dont la tige servirait de flèche et d'essieu. Mais il nous fallait l'aide d'un adulte pour couper. Nous étions obligés de patienter. Les grands frères n'étaient pas toujours à notre disposition. Ils travaillaient comme apprentis charrons, comme ébénistes ou encore dans les champs et de temps en temps, ils gardaient les bœufs. Petit chapeau, c'est un surnom qu'on donnait à papa parce qu'il avait toujours un chapeau. Notre père avait plusieurs cordes à son arc. Il était coiffeur, accordéoniste, charbonnier, pêcheur, boucher. Un après-midi d'octobre 1956, il est parti sur la pointe des pieds, comme il savait si bien le faire, laissant derrière lui ses rires, ses colères et le souvenir de sa démarche un peu voûtée, de ses mains croisées derrière son dos, de son visage. Alors papa faisait aussi du charbon, ce qui lui demandait beaucoup de travail. Surveiller la fabrication du charbon n'était pas de tout repos. Une fois refroidi, il était ramassé et mis dans des sacs en jute, puis chargé sur la charrette à bœufs. Notre père allait vendre son charbon plus tard au bourg du Moule et à Pointe-à-Pitre. Pour nous rendre à Pointe-à-Pitre, nous nous mettions en route le soir, quand le ciel était parsemé d'étoiles. La charrette chargée, les bœufs attelés, bien installés en haut dans un creux, sur un drap usagé entre 2 sacs, nous pouvions prendre le départ. Avec mon père, je me sentais en sécurité. Soucougnon, chien moune, rien ne me faisait peur. Vous savez, Soucougnon, ils disent que ce sont des gens qui se transforment en volants. C'est-à-dire des gens qui volent, j'ai jamais compris. Et les chiens, c'est-à-dire des hommes qui se transformaient en chiens. Ça, je ne l'ai jamais vu, mais ce sont des gens qui racontaient ça. La punition. De papa, je n'ai reçu qu'une seule correction. C'était un jour où maman nous avait laissés à la maison, Nel, Bolo, Serge et moi, pour se rendre à la ville du Moule. J'ai refusé d'embrasser l'un des copains de papa pour lui dire au revoir, lui rétorquant qu'il était saoul et laid. Le temps de réaliser, je recevais déjà sur mon dos le premier coup de couille, c'est-à-dire c'est la ceinture, c'était les grosses ceintures de l'armée, je crois, qu'il avait ramenées de la guerre. L'étonnement, la tristesse se lisait sur son visage en constatant la blessure qu'il m'avait faite. En son fort intérieur, papa a dû se promettre que jamais plus il ne me frapperait. Car
Ce fut la première et la dernière correction que j'ai reçue de lui. Entre ma vie d'avant, j'ai pas de reproche à faire avec ma vie d'avant. Maintenant, bon, plus on avance, plus on a tout. Et c'est pas pour ça que les gens sont plus heureux, quoi. Même les enfants. Moi j'étais pas malheureuse, quoi. Voilà. Alors, je faisais 7 km pour aller à l'école chaque matin. Qu'il pleuve, qu'il vente, il fallait y aller. Et après, bon, on rentrait pour apprendre les leçons. Et les leçons, c'était pas l'électricité, c'était aux lampes de pétrole que je faisais mes devoirs. Alors tout ça aussi, bon, est-ce que c'est ça qui te fortifie le caractère? Je ne sais pas. Moi, je ne baisse pas les bras. J'ai jamais été, comment on dit, déprimée pour dire que je vais me balancer par la fenêtre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben non, je dis, mais tiens, il y a pire, il y a toujours pire que ça. Alors ça aussi, ça m'a fortifié, cette vie d'avant que j'avais. Je n'avais pas tout ça, mais ça ne me manquait pas. Ce texte, c'est en 2012. On était en Guadeloupe avec toute ma famille. J'avais amené mes filles, mes petits-enfants, pour qu'ils aillent voir comment c'était où j'avais vécu petite, quoi. Il y a eu le cyclone Hugo et qui a découvert des anciennes tombes, quoi, confirmant qu'il y a eu des esclaves à la Guadeloupe, à La Fontaine, et que ces gens avaient été enterrés là. C'est pour ça que j'ai fait une histoire que je vais vous lire et que j'ai écrit ça le 16 février 2012. À la découverte de vos dépouilles sur la plage de La Fontaine, je pense à ces journées de fête, Pâques, Pentecôte, passées en famille à cet endroit. Nous étions loin d'imaginer que si près de nous gisaient les restes de nos ancêtres. Ému devant ces lignes qui tardivement vous honorent, je me permets d'imaginer la vie dans votre village. Votre endroit préféré, c'était la rivière. Aller chercher son eau vous plaisait beaucoup. Mais un matin, cette joie se transformera en cauchemar. Vos cris assourdis par les hautes herbes et les buissons affoleront les oiseaux et les animaux, témoins muets de votre capture. Vous avez tout perdu. Vous êtes chose, propriété que l'on peut échanger à sa guise. Sur les places publiques, vous êtes exposé au regard, examiné comme un animal, vendu. Vous oubliez la douleur, la honte, l'humiliation. Cette vie de servitude prendra fin le 27 avril 1848 dans les colonies françaises, après des siècles de souffrance, soumission. Qui a été puni pour ces crimes? Et ça me vient comme ça, quelquefois, bon, je dis, pourquoi je n'écrirais pas un petit truc comme ça, voilà, c'est pareil que l'histoire de la cité aussi, c'est en regardant un jour, j'étais pas à la fenêtre de ma chambre, j'ai dit, mais tiens, alors je l'ai surnommée Ma Cité. Nous prenons possession de votre espace, sans chercher à vous connaître. Pourtant, vous auriez tant de choses à raconter pour captiver notre attention. Vous décidez d'en savoir un peu plus sur ces constructions. D'abord, vous vous adressez auprès du gardien, ensuite auprès des anciens locataires qui vous apprennent que ce site est l'œuvre de l'architecte Voyer Charles Eubèze de 1924 à 1930. Vous avez été construit brique par brique pour loger les familles ouvrières sous l'appellation HBM, qui veut dire Habitation Bon Marché. Nous devons être reconnaissants envers les cheminots qui, avec patience et leur amour du métier, ont contribué à l'édification de ces groupes d'immeubles. En souvenir du travail effectué par ces hommes, pensons à eux en vous regardant. Dans la cité, je suis arrivée en juin 1987, ce qui fait 30 ans. La seule chose qui me manque, c'est que ça se dégrade un peu, la cité, parce qu'avant, il y avait plus de respect, même entre les
les enfants, les adultes. Alors, quand on voit un tout petit, et c'est lui qui fait presque la loi chez lui, j'ai jamais compris pourquoi. Pourtant, j'ai eu des enfants. J'ai eu des nièces aussi, des neveux, mais jamais mes neveux, mes nièces faisaient la loi à la maison. Oui, j'ai 3 enfants. Nathalie, il y a Romain et il y a Séverine. Ils sont tous les 3 là, en photo, que j'ai bien éduqués. Nous avons bien éduqué dans la famille Loison. Je fais la pub. Et il y a de l'entente. J'aimerais bien aussi que cette entente continue, quoi, même quand on ne sera pas là. Parce qu'on aime bien aussi se réunir. Même, comme je dis, dans mon temps, on ne disait pas souvent, on ne faisait pas beaucoup de câlins. C'était bon. Mais on savait que nos parents nous aimaient, mais il n'y avait pas ce truc de câlin. Mais pourtant, je m'entendais très bien avec mon père, ma mère aussi. On ne se disait pas tout le temps, je t'aime, on ne se faisait pas des bisous, je sais pas. Mais quelquefois, est-ce que c'est par timidité? Peut-être aussi dans leur vie, ils n'ont pas eu aussi ce moment-là aussi avec leurs parents. Mais moi, j'essaye de leur... Même si quelquefois on se fait des câlins, mais c'est peut-être pas assez. J'aurais voulu leur donner un peu plus. Mais bon, comme ils me disent, maman, tu nous as donné assez, ne te prends pas la tête, je me fais du souci pour un rien pour eux. Voilà. J'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Je dis, vous faites attention à vous.